bien entendu. J'ai rencontré, et je parle toujours sous votre contrôle, j'ai rencontré un sentiment qui m'était un peu particulier, un peu étrange. J'ai discuté avec beaucoup de jeunes, je vais moi-même vers les jeunes que je ne connais pas, et je discute dans les librairies, au métro, dans la rue, dans un restaurant thaï, dans un restaurant indien, dans un restaurant maghrébin qui fait la cuisine marocaine, algérienne ou autre. Et je discute avec particulièrement des jeunes de cet âge-là, de cette tranche d'âge, 15, 24 ans, qui sont issus essentiellement de la deuxième vague, de la première et de la deuxième vague, de la première et de la deuxième génération des immigrés. Et j'ai remarqué, professeur Castel, un sentiment d'une grande fierté chez ces jeunes-là. C'est qu'ils se sentent moins colonisés, moins complexés vis-à-vis de l'occidental européen. Parce que lorsqu'ils commencent à faire des études ici, ils font dans notre langage algérien le lycée, donc le collège, le lycée, et l'université, donc des universités canadiennes. Lorsqu'ils voient de l'autre côté des Français, par exemple, atterrir ici au Canada, des Espagnols, je ne sais pas, d'autres cultures, particulièrement les anciennes cultures colonisatrices et les anciens empires colonisateurs, ils voient que le système canadien, dans son efficacité, dans son modèle, impose à ses enfants, à ces immigrants venant d'Europe, il leur impose un système. Par contre, eux, ils ont évolué donc ils sentent qu'ils sont un peu supérieurs à la norme classique du colonisé, racontée par les pères, les parents et les grands-parents, etc., que nous étions considérés comme des bicots, des boricots, des boudioules, des moins que rien, des esclaves, etc., etc. J'ai rencontré ce sentiment chez des Maghrébins et chez des Noirs particulièrement nés ici, des Antilles, Haïti et toute la culture créole. Ils se sentent fiers, et la fierté, elle est due en fait non pas à un exercice de leur propre pays d'origine, mais due à ce que leur a offert la société d'accueil, c'est-à-dire le Canada, leur pays, le Canada. Enfin, j'ai remarqué ce phénomène, il m'a impressionné. C'est-à-dire que, en fait, le Canada, il a décolonisé psychologiquement une certaine génération issue de parents immigrés venant du Maghreb ou du Machrek ou même des Antilles ou d'Afrique noire, etc. Qu'en pensez-vous? C'est un sentiment, je n'ai aucune explication, hein, je n'ai pas étudié le phénomène, je n'ai que constaté à travers des discussions en vrac. Ben écoutez, c'est certainement très subjectif, cette vision des choses-là. Je n'ai pas forcément étudié ça moi-même chez les jeunes. Étudié, je dis bien. Mais je crois que vous avez une bonne lecture. J'ai l'impression que c'est ça en effet. C'est tel que vous l'expliquez. Je crois que le système veut ça. Le système ne tend pas à perpétuer des isanies intercommunautaires. D'ailleurs, les Québécois, il ne faut pas oublier non plus, sont majoritaires au Québec, bien entendu, les gens d'origine française, mais n'ont pas, enfin, à mon point de vue, n'ont pas une pensée comme l'ont les Français en France ou les peuples colonisateurs, parce que c'est des anciens colons. Mm-hmm. Et des anciens colons français, mais minoritaires dans un pays. Alors, ce schème de pensée-là, ils y font extrêmement attention. Ils sont plutôt solidaires des minorités ou des autres peuples. Bon, c'est une couche parmi d'autres. Évidemment, il y a des Québécois réactionnaires comme partout qui n'aiment pas forcément les immigrants, les minorités. Mais je dirais que... Vous parlez là du conflit théorique, intellectuel, idéologique entre les souverainistes et les fédéralistes. Non, pas du tout. Non. Non, je fais référence, je veux dire, il y a une partie des Québécois qui sont conservateurs, réactionnaires, qui n'aiment pas les immigrants, comme on en trouve partout dans le monde. Là. Et si on met de côté cette frange qui a peur de l'autre, en général, le fait d'être Québécois, je pense, et c'est très subjectif, il y a plein de gens qui diraient autre chose que je dis, nous aide plutôt à comprendre d'autres sociétés et des minorités, parce que, étant minoritaires nous-mêmes au Québec, en Canada et en Amérique, on est plutôt porté à essayer de comprendre par empathie le fait d'être minoritaire. Et on n'a pas une mentalité de colonisateur, on ne l'a jamais été de toute façon.
D'ailleurs, j'ai voulu retracer l'idée de parmi les nouvelles générations en France, par exemple, d'immigrés, donc génération 4e, 5e, 6e, parce que c'est plus ancien que cela, la notion de beurre, elle est fondamentale, aussi bien dans l'imaginaire du Français que dans l'imaginaire de l'immigré lui-même, même s'il est né sur le territoire français depuis maintenant une trentaine d'années, il est l'enfant de la France, il est né là-bas, il a évolué là-bas, il a étudié, il a travaillé, il s'est marié, etc., etc. Mais dans la tête, il est considéré par l'autre comme par lui-même, comme étant un beurre. Alors, dans le cas québécois, je n'ai pas encore, peut-être que je ne connais pas suffisamment d'espace et de milieu, je n'ai pas encore rencontré de beurre. Il y a cette notion-là, elle est complètement étrange et étrangère à la culture québécoise. Pas de beurre. Ben écoutez, là je n'avais pas pensé à ça, mais vous avez tout à fait raison. Moi-même, j'ai jamais entendu de maghrébins qui se sentent s'auto-nommer beurre et personne n'est nommé beurre. Je crois que j'ai l'impression, il faudrait que j'étudie ça davantage, mais je crois que vous frappez juste. Parce que les Québécois ont quand même cette volonté malgré, comme vous dites, même s'il y a des espaces conservateurs et réactionnaires dans la société, en général, on ne tombe pas dans ce genre de division. C'est drôle, la France qui se voit comme le modèle intégrateur jacobin. Il ne faut pas évoquer la différence culturelle. Pourtant, Dieu sait s'ils peuvent utiliser de telles façons de nommer l'autre, le beurre. Donc ici, on n'a pas tendance, moi je trouve pas, j'ai jamais entendu... et d'ailleurs, on va beaucoup se forcer pour dire Québécois d'origine algérienne. Bon, c'est pas tout le monde qui le fait, mais dans le monde de la naissance, on le fait. Et on a cette préoccupation de faire en sorte que l'autre soit nous. Ah! C'est pas tout le monde qui est arrivé. C'est-à-dire cet autre moi-même. Voilà. Tout en reconnaissant que cet autre vient d'ailleurs aussi. Il ne faut pas être non plus trop idéaliste. Alors, au Québec, il est assez courant d'entendre ce vocabulaire de Québécois d'origine algérienne et ainsi de suite. C'est juste, tu es Québécois d'abord, tu es un citoyen, toi comme moi, il n'y a pas de différence. Tu as des influences de ton passé, de tes racines différentes de la mienne forcément, mais comme citoyen, tu es comme moi. Je ne suis pas sûr qu'en France, tout le monde pense comme ça. Ici, il n'y a pas de Oui, et d'autant plus, professeur Castel, d'autant plus que les paradigmes sont complètement différents. Prenez le cas de la France face à ces flux migratoires. En fait, l'immigration qui a fondé la France, qui a fondé, reconstruit la France, contrairement au Québec, qui n'est pas, enfin au Canada en général, qui n'est pas forcément le produit direct à 100% de l'implication de l'immigration dans sa construction, etc. Dans le cas, par exemple, de la France, qui est complètement différent du cas canadien et québécois en particulier, là-bas, lorsqu'on intègre quelqu'un dans le sens législatif, dans le sens légal, dans le sens bureaucratique et administratif du terme, on parle de nationalité. Il devient de nationalité française. Et là, il y a la problématique qui se pose, qui est celle de la nation, qui renvoie elle-même à la culture de l'État-nation dans le concept occidental et particulièrement français, qui renvoie à toute la philosophie des Lumières du 18e, 19e siècle. Par contre, au Canada, chez vous, on parle de citoyenneté. On parle d'acquisition de citoyenneté. Et dans la citoyenneté, se dissipe totalement l'idée même de la nation, de la nationalité, etc., etc. On parle d'abord de citoyen, et puis par la suite, pour le différencier de l'autre, etc., ou peut-être vous dites citoyen québécois d'origine algérienne ou thaïlandaise ou chinoise ou sud-américaine ou autre. Entre nationalité et citoyenneté, n'y a-t-il pas quand même une grande différence conceptuelle, sociale, face à l'évolution même de l'humanité? Ben, c'est vrai qu'on utilise moins le terme nationalité, bien que ça puisse arriver, mais c'est vrai que c'est à peu près absent du jargon. De tous les jargons, même que ce soit scientifique, politique et autres. On se soucie, à partir du moment où quelqu'un est immigré, on arrête de le stigmatiser. Avec le mot nationalité. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il soit citoyen, et ça veut dire un acteur social.
Et justement, quelqu'un qui ne se sent pas citoyen, c'est moins bon qu'un Algérien citoyen, c'est très bon. Il s'intéresse à la politique, il est un acteur social. Un Algérien qui vivrait dans un ghetto, qui ne se sentirait pas citoyen québécois, ça passerait pas tellement bien. Mais c'est très révélateur ce que vous avez dit tantôt, c'est que si la société d'accueil n'a pas tendance à nommer l'autre part, mais il faut dire aussi, la France, sa minorité, c'est quand même les Arabes du Maghreb. Alors ici, c'est plus varié aussi. Alors on ne va pas commencer à mettre des épithètes pour... Il y a combien d'ethnies de communautés ici au Canada? Il y a plus de 180, plus de 200. Oui, bien entendu. Mais si on parle de masse critique, là, si on a beaucoup d'Arabes, du monde arabe et du Maghreb, on a une bonne communauté de gens d'Afrique subsaharienne, de latino-américains, de chinois, de gens d'Indochine. Il y a une bonne variété. Et comme nous sommes en Amérique du Nord, une terre d'immigration, entre l'Asie et l'Europe et l'Afrique, bon, ben, il y a un nombre substantiel de Tamouls du Sri Lanka, un nombre substantiel de gens de différentes ethnies. On n'a pas commencé à toutes les nommer chacun par des sobriquets. Mais donc, c'est pour ça que la question de beurre, moi, je n'ai jamais entendu ça ici, personnellement. Il y en a pour d'autres groupes, parfois, plus visibles, mais ceux-là, je n'ai jamais entendu. Mais ce qui est bien, c'est que la communauté ne se nomme pas elle-même beurre. L'idée originelle en France de considérer tout le monde comme français est quand même bonne. L'idée jacobite de ne pas faire de différence. L'intention de départ, je crois qu'elle est très bien. Mais cette société-là a quand même créé la sociologie du beurre. Mais jusqu'à une date récente, professeur Castel, le système français ne considérait pas sérieusement la diversité culturelle. Et j'estime que, personnellement, de par l'observation d'un côté, de par la proximité Algérie-France, que c'est très récent, ça fait même pas une dizaine d'années, ça date depuis l'époque de la fin du dernier mandat de Chirac, qu'il a commencé en fait à reproduire le concept du melting pot, de la diversité culturelle et de l'apport de cette même diversité culturelle dans le développement politique, scientifique, intellectuel, économique de la société française. Est-ce que, en fait, reconnaître la diversité n'est pas également un aveu d'échec des monolithismes, des systèmes fermés, des États centralistes unitaires qui pensent, comme le jacobinisme, etc., qu'il y a quelque part une idée centrale autour de laquelle il y a un centre et tout ce qui tourne autour, c'est toute une périphérie, une série de périphéries, disons à un certain degré négligeable, alors qu'en fait la périphérie elle-même peut devenir un centre. Ben, quand vous posez la question, qu'est-ce que ça signifie de reconnaître, comment vous avez dit... Le melting pot, c'est-à-dire le multiculturalisme, la diversité... Mais de reconnaître la différence, c'est ni bien ni mal de reconnaître, enfin, mon point de vue, c'est ni bien ni mal de reconnaître la différence puisqu'elle est. Le problème, c'est ce qu'on fait avec cette reconnaissance-là. Est-ce que c'est une reconnaissance pour stigmatiser et pour pas intégrer, ou c'est une reconnaissance parce que chouette, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, puis c'est différent, ce qui est enrichissant et qui est sympathique si on ne fait pas que regarder ça tout le temps. Et pourquoi je faisais référence au beurre, c'est que le paradoxe français, c'est en théorie, sur papier, tout le monde est français, si je prends les gens qui ont la nationalité, mais tout le monde sait très bien que les beurres sont dans une situation qui est ce qu'elle est. Et est-ce que c'est pas un beurre, est-ce que c'est pas vraiment un Français, et pas vraiment un Maghrébin non plus? C'est un autre statut de seconde zone, ou une sorte de citoyen deuxième degré. Le cas des Roms aussi s'est posé avec acuité aussi. En termes de classe sociale, mais en termes culturels, le beurre n'est plus tout à fait le Maghrébin. Il n'est pas français non plus. Et voilà. Ben ici, je crois que ni la société d'accueil, ni les gens de la communauté se perçoivent comme ça. Parfait. On passe directement de l'un à l'autre. C'est parfait. Si tant est que la prochaine génération va nous apprendre de son sort, mais je ne vois rien qui nous permette de penser qu'il y aura une beurrisation de la communauté ici. Et peut-être que c'est grâce aux écoles. Comme on n'a pas de banlieue, où les Arabes et les Africains... Donc c'est ça la périphérie. Il y a peut-être ça aussi qui joue. C'est-à-dire vous pensez à l'apport de l'urbanité, de la citadinité dans la formation, de l'imaginaire, de l'intégration dès le départ? Ça joue. C'est-à-dire qu'en France,
Ben, en France, nous avons le modèle de la banlieue, parmi lesquels les anciennes coloniaux vont souvent être présents en nombre. À Londres, c'est l'inverse, ils sont dans les quartiers, ou parfois des ghettos ou des enclaves. Montréal n'a pas ni enclave urbaine où il y a un seul groupe ethnique. Il y a des quartiers où il y a beaucoup plus d'immigrants, beaucoup plus de minorités, mais ils sont toujours mélangés. Cherchons les Maghrébins dans la ville, ils sont partout. Mais il y a quand même... Ils ne sont jamais seuls. D'accord. Maghrébins italiens, maghrébins français, maghrébins libanais, maghrébins sourds. Et il n'y a pas de ghetto dans la ville, dans les quartiers, mono-ethniques, si vous voulez. Un quartier que d'Algériens, un quartier que d'Indo-Pakistanais. Et en plus, on a encore moins les banlieues. Et pour reprendre la parole de Maghrébin, il m'avait dit, souvent on pense que les médias ne savent pas trop, beaucoup d'éléments dont je vous parle ne sont pas trop faits. On projette souvent sur la communauté maghrébine ici, ce qu'il y a en Europe, et on cherche parfois les ghettos, alors qu'il n'y en a pas. C'est pas tout le monde qui est vraiment au fait de la géographie dont je vous parle. Mais est-ce que, pardon de vous interrompre, est-ce que, peut-être que l'observation est différente, peut-être que le regard est peut-être moi-même je suis peut-être victime de cette conception française, européenne, de ce qu'est le ghetto, de ce qui est la périphérie, de ce qui est la communauté, de ce qui est l'étranger. J'ai remarqué qu'il y a, par exemple, on parle maintenant ici à Montréal, on parle de Petit Maghreb, on parle de Chinatown, on parle de... Est-ce que ça a la même signification qu'en Europe, non? Bon, alors, pour ce qui est des quartiers, c'est un peu la situation comme je vous dis. Il n'y a pas à Montréal de ghetto ou de quartier mono-ethnique. Il y a déjà eu ça autrefois. Un quartier grec, un quartier autre, mais ça n'a jamais été des quartiers avec 90% de Grecs dans un secteur. Ça a toujours été un peu mêlé. Et c'est la géographie de la ville, il n'y a pas beaucoup de coupures dans l'espace. Oui, qui parfaitement. Bon, d'une part. Et encore moins les banlieues. Les banlieues françaises, ça n'existe pas du tout ici. Et pour revenir à une remarque que m'avait fait un Maghrébin un jour, souvent on s'imagine, les médias s'imaginent qu'on va reproduire le pattern des banlieues. Il dit, pour nous en France, puisque c'était un Maghrébin qui avait vécu en France, il dit c'est l'enfer. Alors qu'ici, la banlieue, c'est le paradis. Parce que souvent, ce que veut vivre un Maghrébin d'ici, c'est à partir du moment où il s'installe et que son sort s'améliore au point de vue financier et professionnel, ben c'est d'aller dans les banlieues. Les banlieues sont souvent à classe moyenne. Alors, c'est d'aller en banlieue pour un Maghrébin, voyez-vous. Pour ce qui est des quartiers, très bonne question, et dont certaines personnes se spécialisent là-dessus. Sur la question, par exemple, du Petit Maghreb. Alors, dans le cas du quartier chinois, ça a déjà été jadis un quartier de Chinois. Souvent, on retrouvait ça au Canada comme ailleurs. Un quartier où vivait le noyau des Chinois. Mais maintenant, depuis les années 60, comme plein d'autres sont allés vivre en banlieue, se sont dispersés dans la ville, on a voulu garder, pour des raisons, je dirais, historiques, sentimentales, esthétiques, un quartier chinois avec son esthétisme. On a même construit des portes devant un quartier chinois qui n'a jamais été là du temps que la communauté était à 100% là. Donc, on a voulu en faire un quartier beau, un quartier attractif, un quartier commerçant aussi. Et ce qui fait que les Chinois il n'y a pas beaucoup de Chinois qui y vivent aujourd'hui, mais c'est beaucoup des gens qui viennent pour commerce et acheter des produits et ainsi de suite. Puis les Québécois toute origine pour faire des emplettes ou aller dans les commerces ou manger du restaurant chinois. Pour ce qui est du Petit Maghreb, ça c'est une appellation tout à fait nouvelle. Alors là, il y a des gens qui se spécialisent dans cette problématique-là que je pourrais vous évoquer. Mais grosso modo, le Petit Maghreb, c'est important de le dire, n'est pas un quartier, pour le moment, n'est pas un quartier en voie de créer un ghetto. Pour vous, c'est quoi le Petit Maghreb ici? En termes de délimitation territoriale, c'est-à-dire c'est Montréal, à l'intérieur de Montréal, des quartiers comme ça va côté Jean Talon, Saint-Michel, les environs. Alors, le Petit Maghreb, c'est-à-dire là où il y a beaucoup de cafés, beaucoup de restaurants, de boucheries, de pâtisseries, etc. C'est ça. Donc, c'est dans un quartier qu'on appelle Saint-Michel, mais c'est un tronçon de rue sur Jean Talon, en effet, qui est un grand axe à Montréal, un axe majeur dans le centre de la ville, qui est d'ailleurs couplé à une ligne de métro, entre effectivement Saint-Michel et Pineuf.
voilà. On verra par la suite si ça bouge un peu, mais je vous dirais, ce n'est pas il n'y a pas plus de maghrébins là qu'ailleurs. Alors, première surprise, il faut faire attention aux dénominations. C'est un label, au fond. C'est une marque intéressante pour créer un petit quelque chose. C'est une sorte de guide. C'était pour faciliter pour faciliter le contact, pour dire si vous avez besoin d'aller par exemple acheter dans une boucherie halal, il y a telle ou telle boucherie dans tel ou tel coin, il y a le petit Maghreb, si vous voulez des cafés algériens, algériens, etc. Il y a le petit Maghreb, des histoires comme ça. Ben, tout à fait. D'ailleurs, le petit Alger, oui, j'ai fait un lapsus intéressant, c'est que le petit Maghreb est un petit Alger. Parce que la grande majorité des Maghrébins, c'est des Algériens. Mais pour un Montréalais moyen, il ne faut pas lui demander trop d'efforts. On confond souvent tous ces termes. Puis pourquoi pas un jour on n'ait pas un petit Alger puis un petit Tunis aussi, parce que chaque communauté aura le droit de faire valoir sa culture et son commerce et autres. Ben, en gros, le petit Maghreb n'est pas un quartier où il y a un nombre significatif de Maghrébins qui seraient venus s'implanter où le nombre c'est tellement grand que voici des Maghrébins qui vivent là. Non, pas du tout. Vous savez que le mot petit quelque chose, petit Maghreb, petit Alger, je sais quoi, il existe même dans notre culture en Algérie. Ça date depuis l'époque coloniale. C'est que ça a continué après l'indépendance. C'est que dans des zones, par exemple, que ce soit en Kabylie ou à Alger ou à l'Est algérien, dans des villes comme l'ancienne Philippeville qui est devenue Skikda par la suite, il y a ce qu'on appelle toujours des petits quelque chose. Le petit Paris, la petite Italie, le petit... Vous voyez, peut-être que la notion a été transférée ici seulement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément liée à un regroupement communautaire ghettoisé d'Algériens ou de Maghrébins dans un quartier qui s'appelle Pineuf, Saint-Michel, Jean Talon. Peut-être que c'est juste un transfert, peut-être que c'est un moyen de communication aussi. Mais, je pense, mais l'appellation petit, je crois que c'est la confluence des deux. Parce qu'au Québec, à Montréal, on a donc le quartier chinois, et on a aussi la petite Italie. Qui a émergé avant le petit Maghreb. Alors, le concept de petit existait déjà. Mais en tous les cas, ce qui est beau, c'est qu'il y a le Grand Montréal. Voilà. Entre petit et grand, donc on maintient le grand. Vous connaissez très bien Montréal. On a aussi le petit Liban, qui est moins connu des Montréalais en général. Mais le petit Maghreb, je crois que vous avez raison, mais c'est les deux. C'est que les Montréalais aiment bien voir des petits, mais les Maghrébins ont reporté une appellation qu'ils connaissent. Mais ça pour dire que donc, c'est pas un quartier qui, pour le moment, est en train de donner naissance à un quartier, un ghetto, une enclave maghrébine, mais c'est comme vous le dites, c'est davantage un endroit où on sait qu'on aura des commerces et ainsi de suite. Et on a remarqué d'ailleurs que les gens qui se sont spécialisés dans le petit Maghreb, je soulignerais Marion Lejeune et puis Boshra Manaï qui sont en train de travailler sur le petit Maghreb. Les deux études, les deux chercheuses, montrent que les Algériens en particulier, les Maghrébins en général, mais les Algériens en particulier, redoutent l'idée de créer quelque chose comme une petite Algérie, un petit Orient. On craint beaucoup le ghetto. Alors, ça c'est magnifique, c'est extraordinaire. Ouais. C'est un degré de conscience collective assez avancé. Ça. Alors oui, on aime le petit Maghreb. On retrouve les produits. Quoi de plus agréable qu'aller voir une partie de foot avec des copains ou aller s'acheter un peu de qalbelouz, une pâtisserie algérienne, ou du hamoud boualam qu'on voit ici, une boisson, un soda, une boisson gazeuse, ou que d'acheter du tmar, c'est-à-dire de la date algérienne, même si elle passe par la Tunisie dans son emballage, etc. Juste, je dirais le Coca-Cola tunisien qu'on appelle le Boga, quelque chose comme ça. Chaque groupe aime bien ses produits. Mais c'est surtout à des moments particuliers, particulièrement les fêtes religieuses, le mois de Ramadan. Et j'inviterais, puisqu'on parle de rencontres, tiens, je pourrais dire, j'ai des projets pour les Maghrébins, qu'ils soient d'origine, qu'ils soient musulmans ou juifs, là, mais il faudra créer des rencontres vraiment. Et je pense en particulier au Ramadan, il faut qu'il se passe des choses que je pourrais évoquer, mais
les Montréalais de toute origine devraient aller au Petit Maghreb pendant le Ramadan parce que c'est une atmosphère que je trouve assez agréable. Conviviale, Quand chaleureuse. À la pointe du jour, voir les petits les Maghrébins se précipiter au port des commerces, acheter des pâtisseries, commencer. Et c'est une ambiance que je trouve très agréable et qui ressemble beaucoup pour un chrétien à Noël. Et c'est cette atmosphère de joie qui est sur le point d'arriver. Donc, il faudrait que les Montréalais goûtent un peu l'atmosphère. Si chaque communauté faisait sa fête d'une façon régulière, dans la gaieté, la convivialité, l'amour et la tolérance, et vu le nombre des communautés ici au Canada et au Québec, à Québec et à Montréal en particulier, tous les jours de l'année seront une fête permanente à Montréal. Tout le monde fait la fête. Extraordinaire. Je suis d'accord avec vous. Mais Ramadan, quand même, pour moi qui y suis passé, c'est comme une petite ambiance qu'il faut goûter.